prestations, une équipe extraordinaire qui est écrit et qui c'est un instrument de défense pour tout peuple privé, plus précisément pour le peuple noir. Il est écrivain éminent écrivain, justement passé également en présentation, et qui c'est un modèle pour la société haïtienne. Alors, il est en dénonciation. Nous allons faire une présentation, une biographie dans Ténonfier, mais nous avons fait dans le département du Nord le 18 octobre 1850. Et il était un homme politique, ils sont écrivains, ils sont enseignants, ils sont avocats. Et en 1885, il a publié un livre que nous allons parler aujourd'hui, qui est un manifeste contre la hiérarchie raciale et de l'égalité des races humaines. Participation par moi, il tournait autour de ça. Il tournait autour de contextualisation de l'idée. Ça veut dire que dans quelle époque que nous payons, le livre, ça a été publié et justement, quelle était l'idée dominante, quelle c'était la formation sociale et quel genre modèle de relations internationales de pays pendant l'époque. Nous avons un espace précis, ici, le continent européen. Nous avons un mouvement précis encore, qui se situe entre le 19e et le 18e siècle et le 19e siècle, c'est la révolution industrielle. Et nous avons plusieurs acteurs justement participé dans la dynamique économique, sociale, politique. C'est d'abord la bourgeoisie occidentale qui émergeait après la Révolution française et après les mouvements justement de ce même type dans plusieurs autres pays tels que la Grande-Bretagne, tels que l'Espagne, tels que le Portugal, l'Allemagne et les Pays-Bas, ici la Hollande. Et puis nous avons l'État, qui c'est appareil administratif, politique, économique, soufflé, qui c'est une conquête que la bourgeoisie a lui-même dans le débat par rapport avec l'objectif économique, hégémonique surtout, sous le peuple lui-même ensemble avec l'autre population qui est dans les différents continents. Et nous gagnons justement les ouvriers et les colonisés. Alors, la révolution industrielle lui-même dans l'essence, c'est d'abord une révolution qui est à la fois technologique et qui a des conséquences sociopolitiques et culturelles bien précises. Alors, il y a une nouvelle formation sociale qui est dominée par le capitalisme, le renforcement justement du capitalisme, par le libéralisme d'abord, parce que les autres Europe là, ils font sortir dans l'esclavage comme formation sociale et les retombées économiques, les profits, les investissements sont recueillis par rapport avec le système économique, le système d'exploitation sociale. C'est lui-même qui vient alimenter, c'est lui-même qui vient financer toute dynamique au niveau de l'idée, au niveau de la personnalité, au niveau des inventions technologiques qui viennent bailler l'évolution industrielle là. Et l'évolution industrielle là, maintenant, non seulement dynamiser l'espace intellectuel sous les urbains, mais en même temps, dynamiser l'espace social. Donc, autre que la noblesse qui vient tomber après la révolution, disons la monarchie qui vient tomber après la révolution de 1789, nous avons l'autre groupe qui montait, que j'en ai décidé à qui c'est la bourgeoisie. Et la bourgeoisie, étant que propriétaire des moyens de production, c'est lui-même qui a un monopole économique, c'est lui-même qui a un monopole idéal par rapport ensemble avec l'ouvrier et pour la maintenant qui devient force du travail. Et justement, le fait que chaque pays dans la zone européenne entre dans la question bourgeoisie, entre dans la question de l'évolution économique, bien précisément, et que tout pays vient protéger l'espace d'influence économique politique, il y a une concurrence qui vient gagner entre pays. Et la concurrence ça va déboucher sur la Seconde Guerre mondiale, si nous avons référé avec l'ouvrage l'histoire du capitalisme de Mangold. Et avant même que nous entrions dans la Première Guerre mondiale, nous avons une concurrence avec nous-mêmes, bourgeoisie surtout, et de l'autre côté, il y a cherché notre territoire. Et c'est dans la quête du territoire d'influence qui fait que l'impérialisme est une idéologie qui vient en place. Donc, avec la conférence de Berlin, le partage de l'Afrique, plus précisément connu en 1889. Donc, pour les expansionnistes,
Et pour bien impérialiste, d'abord, il faut une idée qui accompagne dynamique économique, ça. Objectif que bourgeoisie occidentale la nous-mêmes, justement, les viser. Et c'est ça que vous parlez de ce qui est la hiérarchisation raciale. Hiérarchisation raciale là, il y a une souche biologique. Camarade Moïse qui va parler de ça devant. Côté que ce sont une équipe de recherche biologique qui fait au cours de la révolution industrielle, c'est moi qui viens des réponses, qui viennent porter des réponses scientifiques sur la question de l'espèce humaine. Et les tenants de la hiérarchie raciale, la bourgeoisie occidentale, même pour les Kachita, néocolonialisme sur le continent africain, ça que lui-même fait, il détourner toute recherche scientifique à des buts politiques précis. Et puis politique ça lui-même sous impérialisme, il fait qu'il partage l'Afrique en plus de 53 États. Non, en plus de plusieurs espaces coloniaux soufflés qui dominaient par l'Empire britannique, qui dominaient par l'Empire français, qui dominaient par l'Empire portugais et l'Empire hollandais, l'Empire allemand, qui sont empires en émergence, et c'est eux-mêmes qui veulent véhiculer toute action politique, économique, sociale, ça autour de l'impérialisme. Ça qui est intéressant, qui est intriguant, on a référé ensemble avec Anna Arendt qui nous voit sur l'impérialisme, c'est que la bourgeoisie, dans sa quête économique, dans sa volonté de rester hégémonique comme sociale, ça que lui-même fait, il traîne tout le peuple derrière. La dynamique, ça, il y a un conflit économique d'un côté, et de l'autre côté, il influence l'État par rapport avec l'instrument de répression, par rapport avec l'appropriation internationale, par rapport avec colonisation pour gagner espace ça. Et principalement, qui va occuper l'espace ça, c'est le peuple qui sortit dans le pays, justement, du colonialisme impérialiste, au nom de ça, la vertu civilisante. Donc, c'est une manipulation qui fait autour des intérêts bourgeoises, pour que lui-même les démocraties, il faut investissement devant, et investissement ça lui-même, l'État suivi pour justement gérer lui. Et le monde qui va travailler dans l'investissement, c'est d'abord les coloniser, les peuples autochtones qui justement sur place, et ils vont le voir en partie de la population pour gérer sa colonisation. Donc, il y a un pile de livres écrits sur ça, principalement de l'inégalité des races humaines de Arthur de Bourdieu, qui chita justement, qui tournait en Bible, qui discutait dans tous les milieux anthropologiques occidentales, pour qu'à chita ça que les supériorités de la race blanche sur la race noire, ou bien sur les non-blancs, qui c'est justement une aberration, une pseudo-science, il va parler sur ça tout à l'heure. Donc, à partir de là, en tenant film qui était en voyage à l'époque, il vient rencontrer ensemble avec Louis-Joseph Janvier, et Louis-Joseph Janvier lui-même, il vient permettre de l'intégrer dans la société anthropologique du Paris, encore dominée par ces idées racistes. Et en moins de 3 mois, si on a référé ensemble avec le Dr. Fizibé qui fait une vidéo intéressante sur ça, en moins de 3 mois, Antonin Firmin fait des recherches, effectuer des voyages justement sur le continent africain, plus précisément en Égypte, pour les cas comment les cas contrebalancer ou bien contrebalancer ces thèses racistes. Et justement, pendant que de l'inégalité des races humaines, c'est un livre qui chita violence épistémique, qui chita violence idéologique, qui chita colonialisme occidental là, de l'égalité des races humaines, c'est un boussole, un livre, un outil émancipateur pour tout peuple qui est colonisé, pour tout peuple qui subit l'oppression, et justement pour tout peuple qui est en quête de la liberté et en quête de l'autonomisation et de l'émancipation. Donc, pour conclure, on passe à l'identité. Je vais conclure avec une parole justement que moi j'ai écrit le féminisme décolonial. Il dit que la colonisation c'est un moment dans l'histoire. Pourtant le colonialisme il y a une perpétuation permanente. Ça veut dire que c'est une action, c'est une formation sociale qui part justement camper. C'est ça que fait nous le colonialisme, nous le néocolonialisme, nous en plein néocolonialisme qui est dominé par les institutions
institutions économiques internationales et qui investit politiquement dans diriger qui va faire travail impérialiste en 2020. Donc à partir de là, pour vous mettre contre l'idée colonialiste, avant tout, il faut que vous ayez une idée contre le colonialisme. Et c'est là que Antonin Fiume, qui sont théorisés par nous, qui d'abord théorisé sur lui, qui prend la catégorie. Ensuite, non, livre qui est M. Roosevelt, président des États-Unis et d'Haïti, côté que lui fait suite ensemble avec lui de l'égalité des races humaines, côté que les chita un modèle de coopération qui est sur égalité entre les peuples. Et en même temps, ils sont terroristes de la pensée sociale caribéenne, M. Roger Pierre, côté que les Wekaïd l'attendent pour un espace de résistance, d'émancipation contre l'impérialisme américain. Et l'Ipsa lui-même met des batailles là sur deux fronts, et nos fronts africains, ensuite nos fronts caribéens, qui sont espaces qui connaissent colonialisme, esclavage et néocolonialisme. Donc, on va faire rapide. Si on est publié, on va faire long. Si on est publié en 1885, qui est réédité en 2005 par les mémoires de Couillet, et c'est pas édition lui-même, il est sorti à l'année dernière, il y a un livre sur Antonin Fiume qui chita, pensé auteur, pensé personnalité à lui-même, plus précisément, et qui combat politique là, mais qui fait que son modèle à la fois pour nous-mêmes haïtiens et à la fois pour ressortissants des pays, pour nous-mêmes pour liberté. Donc, camarade, Ivenski va chiter en profondeur de qui ça livre la guerre dans notre contenu. Et puis justement, on a disponible pour des questions, pour des échanges, parce que Fiume avant tout, c'est ton être contradictoire qui remet contradiction. Donc merci beaucoup et bonne audition. Bon, bonjour tout le monde. Non pas c'est Ivenski Daniel Anderson Pierre. Je suis étudiant dans la faculté d'ethnologie. Et matin, on va intervenir sur un plus grand penseur, capable de dire, dans l'histoire littéraire et de notre pays. Gérard Pierre Charles, dans la réflexion sur la situation politique économique d'Haïti, délivre nous un petit résumé tout court de qui ça Antonin Fiume. Je l'ai dit, 4 grands engagements remplissaient la vie d'Antonin Fiume. Défendre la race noire, la nôtre, préserver l'intégrité du territoire national, œuvrer pour l'avènement d'un régime propre et libéral en Haïti, et pour finir, appuyer les élites latino-américaines dans leur double lutte contre le despotisme national et l'exploitation coloniale. Mais maintenant, de l'égalité des races humaines, sous-titré Anthropologie positive, son livre qui paraît dans un contexte particulier et là très important pour que nous-mêmes nous bien imbus de contexte ça pour comprendre qui travaille de déconstruction que l'Ipsa lui-même l'était porté. Pas bien à l'époque, à la fin du 19e siècle en Europe, il y a une thèse raciste qui a fait fureur dans le milieu intellectuel européen. Et thèse raciste, je suis capable de dire, nous relayons le racisme scientifique. Donc, c'est très important pour que, avant de rentrer dans la déconstruction de ce racisme scientifique par Antonin Fiume, nous bien imbus de qui ça le racisme scientifique là, côté le sorti, et qui monde qui construit, qui élabore, et pour qui ça. Racisme scientifique là, ou bien raciologie, ou du moins racialisme, nous sommes capables de dire c'est un ensemble de doctrines, de thèses qui gagnent un objectif bien précis. Pour gagner racisme, il y a 2 éléments clés pour gagner. Sans eux, pas de racisme. Premièrement, il faut admettre l'existence de races. C'est-à-dire, au partir du postulat pour dire il y a des races. Ce qui est une aberration au point de vue scientifique parce que les races n'existent pas. Deuxième élément important, c'est créer une hiérarchisation entre ces races. C'est-à-dire, on dit, oui, il y a des races qui existaient, mais il y a des races supérieures, il y a des races inférieures. Sans 2 éléments, ça n'a pas de racisme. Mais maintenant, le racisme scientifique et
européen, ou notre origine depuis la fin du 19e siècle en Europe. Depuis la fin du 18e siècle, même, qu'on était des penseurs, tant que Carl von Linné, dans la logique pour camper, une taxonomie des espèces. Là, on fait passer dans l'espèce agricole, dans l'espèce animale, ils arrivent sur l'espèce humaine. Une équipe penseur dans l'époque, Capdou, en l'espèce humaine, il y a un nombre de races, il y en a qui ont 5 races, il y en a qui ont 6 races. Et parmi toutes, parler un peu de ça, il y en a qui font des considérations géographiques. Par exemple, il y en a qui ont une race mongolique, une race caucasienne. Il y en a qui font des considérations morphologiques. Il y en a qui ont une race nègre, c'est en raison de grosseur tête tel monde. Il y a une race asiatique, etc. Mais maintenant, racisme scientifique, là, lui-même, il y a plusieurs origines. Mais on a une origine qui est marquante, c'est ça nous la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Charles Darwin, qui c'est un qui révolutionné la science en Europe, vient avec une théorie qui va prendre le contre-pied de toute théorie capable de dire religieuse, chrétienne, qui était en vogue avant l'époque Pâle, pour démontrer noir sur blanc que l'espèce, ce n'est pas une question de création qui fait exister, c'est une question d'évolution. Et dans la forme d'évolution, ça, et c'est l'élément ça que nous pas le prendre, espèce qui mieux adaptée au changement, nous-mêmes y a survivre, l'autre espèce, nous-mêmes y a disparaître. Par exemple, dans la paléoanthropologie, il y a une équipe espèces que nous étudions qui pas existent encore. Et par exemple, les dinosaures, vous entendez parler des dinosaures. Les dinosaures, c'est des raisons climatiques, mais une équipe d'espèces, c'est parce qu'on ne peut pas adapter avec le milieu. Je vais prendre un exemple très simple. Il y a une espèce humaine, ça va paraître assez dingue, mais il y a une époque sous Terre, il y a plusieurs espèces humaines qui cohabitent ensemble. Par exemple, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, pas qu'à adapter à l'évolution climatique époque pâle, il disparaît, alors que nous-mêmes, le sapiens sapiens, nous adaptons très bien à toute évolution climatique qui gagne, nous survivons. Donc c'est très important pour nous mettre accent sur ça. Deux équipes tout qui finit avec d'autres théories, qui viennent avec la théorie de l'eugénisme, qui dit en dans l'espèce humaine, individus qui soi-disant porteurs de gènes que nous considérons comme faibles, individus ça nous devons supprimer pour nous-mêmes nous quimber, individus qui porteurs de gènes sains. Par exemple, il y a un vacher de la pouge, qui c'est un lait qui était plus chita sous théorie à service dans l'époque là. Maintenant, théorie raciste, pour bien comprendre le contexte politique qui est inséré dans l'Europe, il faut regarder comment est-ce que l'Europe, qui commençait à prendre contact avec une série de peuples qui jusque-là inconnus par les Européens, comment est-ce que les Européens eux-mêmes ont pensé aux relations avec le peuple ça. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le congrès de Berlin de 1880. Le congrès de Berlin, puissance européenne, pour chita qui façon pour découper l'Afrique, qui façon eux-mêmes pour établir colonisation, exploitation de l'Afrique. Mais maintenant, colonisation et exploitation, ça, il y a pile de conséquences sur ça nous les autochtones. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le génocide des Héréros en Namibie par les Allemands. Il y a la question des mains coupées au Congo. C'est-à-dire que lorsqu'on a établi un système d'exploitation, les gens qui déjà occupé l'espace là, il y a des velléités contre eux, ou même ou l'obligation pour recourir à des méthodes pour capable soumettre les gens. Et méthodes ça, qui sont très brutales, je parle de génocide, c'est-à-dire d'extermination physique, je parle de ethnocide, qui c'est extermination et de dimension culturelle en série de peuples. Je parle autour de écocide, c'est-à-dire exploitation pour mener à des exterminations de type écologique. Pour que vous ayez validité à type d'extermination, il faut construire une pensée. Et penser ça,
ils vont élaborer dans les balbutiements de l'anthropologie en Europe. Mais ils vont dire, étant donné que les races, c'est des races inférieures, et que vous faites pour servir l'homme blanc, nous-mêmes, nous avons le droit d'exterminer. Alors qu'en réalité, construction en fait pour légitimer des raisons économiques. Je vais prendre un exemple assez important. Si on lit l'origine des préjugés raciaux aux Amériques, vous pouvez publié dans cette édition de Hugo Tolentino, un historien dominicain. Nous savons comment, lorsque les Espagnols sont arrivés en Haïti, que vous parlez les Espagnols là, ils sont arrivés dans logique pour voir comment est-ce qu'on peut exploiter le sol. Et vous sentez l'exploitation fatale pour les gens qui l'ont. Bon, les Indiens, pas de Indiens en Amérique. Arawak, Taïno, Siboney, Jean-Otéa. Mais maintenant, lorsque les gens viennent, extermination, ça, son extermination, qui même au regard de la morale chrétienne, c'est une aberration, les gens peuvent développer un discours pour légitimer l'extermination. Par exemple, on va commencer par dire que les Indiens n'étaient pas rien. C'est la première chose. Deuxièmement, on va dire que les gens pauvres, les gens ont une race inférieure. C'est, ça pour nous bien comprendre, le racisme scientifique, là, il a un objectif bien précis. C'est-à-dire qu'il ne va pas seulement chiter dans des fantasmes de nos séries de nègres, il y a même un objectif bien précis qui donne économique et d'hégémonie politique lorsqu'il a élaboré tes racistes. Mais maintenant, le danger qui gagne encore dans les thèses racialistes, nous avons avec le nazisme. Par exemple, nous connaissons en 1939, le groupe qui prend le pouvoir en Europe, en Allemagne, Adolf Hitler et toute sa clique, nous avons expérimenté de manière étatique projet racialiste. Nous avons dire par exemple que les juifs sont race inférieure. Bon, même là encore, c'est une aberration. Les juifs sont tellement répandus sur toute surface globe blanc et que les juifs algériens, par exemple, avec un juif polonais, il y a une différence énorme de point de vue morphologique entre eux, mais ils estiment que son race, parce qu'ils ont besoin d'exterminer les juifs. Et on va mettre en place ça, la Shoah. La Shoah qui c'est l'extermination des juifs d'Europe au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il y a la Shoah par balle, il y a la Shoah dans les chambres à gaz. C'est 6 millions de monde qui ont l'exterminer dans une logique pour faire quoi que il y a une race supérieure et une race supérieure. Ça c'est une logique, et on capable de dire il y a un moyen pour côté que les thèses raciales sont capables de mener nous. Et ça, c'est très dangereux. Mais maintenant, en tenant un film qui débarquait à Paris dans les années 1880, qui faut nous rappeler si on est qui étudie droit. Donc, l'anthropologie, ce n'est pas son métier, il ne connaît pas l'anthropologie. C'est on est qui fait des études de droit, c'est un juriste, un politique, tout, son grand écrivain. Mais, en tenant un film, lorsque monsieur débarquait Paris, monsieur choqué par thèse raciste. Donc c'est monsieur, dans l'univers haïtien côté monsieur de levé, monsieur tout le temps on a parlé de nègres noirs qui fait des épopées, nègres a grandi au Cap. Donc moi c'est nègres au Cap, on ça très bien. Il y a parlé de Henri Christophe, il y a parlé de la citadelle de la Ferrière, il y a parlé de l'épopée de Vertier, etc. On connaît qui ça on noir représenté. Là monsieur qui est là, monsieur ouais, bon équipe thèse, ça dérange. Et puis, étant donné que c'était un grand intellectuel dans l'époque là tout, qui était très imbu de tout ça qui a passé, et Paris né à l'époque par l'autre haïtien, donc c'est très important, lui Joseph Janvier, Antonin est rentré dans la Société d'anthropologie de Paris. Et là, monsieur est rentré dans la Société d'anthropologie de Paris, 17 juillet 1884, monsieur parle faire pile recherche pour lui-même, lui rentrer dans la phase, capable de dire, logique de déconstruction de thèses racistes. Maintenant, pour monsieur déconstruire thèses racistes, monsieur va commencer par analyser arguments qui viennent avec thèses racistes. Par exemple,
dans le premier chapitre de l'égalité des races humaines, monsieur énuméré point par point toutes les dans l'époque là, les Paul Boca, les Godino, etc. Et tout élément, ils viennent avec pour montrer que une forme de hiérarchisation entre les races, entre nos femelles, les mêmes, ils disent par exemple, logique pour les races, il y aura supérieur à l'autre. Et c'est analyse morphologique parce que mon ça ou un crâne 25 cm en plus que vous-même, ça signifie que le cerveau d'avoir plus piquant que l'autre, donc plus intelligent, donc plus civilisé, etc. En tenant femelle lui-même, il va montrer que analyse ça on va camper soigner parce que même morphologie ça qui existait la caillon par exemple la caillon noir, même morphologie ça, même analyse morphologique ça, ou joignez la caillon série de européens. Donc si il y a un Africain crâne 25 cm, alors qu'il y a des Européens crâne même 25 cm, là on ne peut pas chiter sur ça pour dire que il y a une hiérarchie entre les races. Ça n'est pas possible. Maintenant, l'autre élément qui est assez intéressant qui est en train de mettre l'accent sur lui, c'est la question capable de réhabilitation dans l'histoire du monde. Parce que il y en a qui ont fait du colonialisme, c'est minimiser ou bien mettre de côté ou bien passer sous silence toute ça notre culture fait, toute ça notre culture potée. Par exemple, si je de l'école, les mamans apprennent que c'est Chinois qui inventent la poudre à canon, ça étonne. Les mamans apprennent que les Égyptiens ont fait pyramide, ça étonne. Et les Égyptiens ont fait pyramide, cultivation égyptienne, elle dérive dans un niveau où elle dérive à tout point de vue. La civilisation égyptienne qui a apporté la roue au monde. Et nous connaissons la roue représentée dans le développement de l'agriculture et notamment dans la sédentarisation des peuples. Ça étonne parce que dans la façon de grandir, dans la façon de véhiculer le discours colonial à la tête, c'est seuls Européens qui réalisent des grandes choses. Alors que c'est menti. Premier côté, ils mettent des billets de banque, c'est dans la dynastie Deng, c'est dans la Chine impériale. Donc, en tenant on va commencer par rappeler aux Occidentaux, c'est des réalités. Premièrement, je vais montrer que la civilisation égyptienne, non, et ça c'est une dimension avant-gardiste dans le film. La civilisation égyptienne, non, c'est une civilisation qui est à la base d'une équipe pour évolution dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, c'est la civilisation égyptienne qui premier inventé ça le monothéisme. C'est l'hérésie d'Akhenaton. Première forme de monothéisme, on a un seul Dieu. Donc on a plusieurs seul Dieu. C'est la civilisation égyptienne qui vient avec elle. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, je vais dire là, la science et notamment la génétique baillent en tenant raison. Parce qu'avec la découverte de l'ADN, nous venons rendre compte que question race là, pas qu'une existence là-dedans. Pas de race. Ça qui arrive que dans le domaine PAM, dans l'anthropologie, nous parlons de ethnie. Mais l'ethnie est très vague. Donc nous disons par exemple un groupe de monde qui vivent dans une région depuis un nombre de temps, qui ont une culture commune, nous les ethnies. Par exemple les Arabes, nous disons les Arabes sont ethnies. Mais en même temps, il y a plein d'anthropologues qui ne sont pas d'accord avec la définition classique ça. Mais pour question de race là, pour dire qu'il y a une race blanche, il y a une race noire, etc., par les anthropologues modernes qui étudient les origines et l'évolution de l'espèce humaine, le sapiens, l'espèce par nous sur Terre, notamment Pascal Pitt et Yves Coppens qui sont morts dernièrement. Yves Coppens, c'est un homme qui a participé dans la recherche de découvrir Lucie, donc tout le monde a débat de Lucie. Mais je montre clairement que la question de race là, c'est juste un fantasme dans notre époque pour établir une hégémonie politique sur ces deux mondes. Ça, c'est scientifique. Par exemple, premier hominide, premier être humain fait apparition en Afrique. Là, on fait apparition en Afrique, dans différentes migrations que l'on va opérer, il y en a qui va vivre en Europe. Et là où il va en Europe, le climat européen
pour le transformer morphologiquement. Et vous voyez, c'est un point qui est assez intéressant. Lorsque le sapiens débarqué en Europe, l'homme de Néandertal qui n'a pas qu'à adapter à changement climatique qui y a en Europe et à l'époque, l'homme de Néandertal blanc, ça veut dire qu'il y a peau blanche à cause du climat tempéré, Homo sapiens là, pour venir et peau blanche. Donc à travers le temps, Homo sapiens là, Paul prend le climat et puis lui-même pour adapter le plus bien à lui. C'est pas pour cette raison qu'il faut ouais, un blanc par exemple, il arrive dans un climat tropical, il rougit. Si le blanc fait 25 000 ans là, comme la personne il fait 25 000 ans là, vous avez sur il est noir même là, monsieur, même là avec nous. Parce que climat, action, transformer morphologie monde là. Et c'est ça, oui, qui prouvait à quel point que la question de la race, ça n'existe pas. Donc, tout le monde qui faut comprendre que bon race supérieure à l'autre, et même que la race existait, tout le monde a des objectifs politiques derrière ça. Et même nous-mêmes qui sommes des racistes, nous sommes capables de point de vue historique, même nous-mêmes nous allons verser la donne. Nous allons peut-être prendre d'autres. Merci. Nous allons peut-être. Prendre d'autres arguments pour nous essayer de combattre le discours raciste, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas verser dans notre forme de racisme. Parce que nous avons une race. Il n'y a pas de race noire. C'est juste une question de mélanine. Et mélanine est liée au climat. Quand nous sommes en Afrique, dans le climat tropical, c'est tout à fait normal pour nous supporter chaleur et fixation soleil. Nous sommes obligés, en quelque sorte, en termes d'évolution, gagner et taux de mélanine, ça c'est pour nous. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que comment est-ce que déconstruction raciale, ça, par Anténophime, elle est actuelle? Les gens regardent d'un point de vue géopolitique, il y a une équipe mouvement qui a fait apparition en Europe et aussi aux États-Unis. Il est beaucoup plus urgent pour que le type de thèse ça nous avance, pour nous contrecarrer le régime ça. Parce que si nous prenons l'histoire de l'Amérique du Nord comme cet exemple, l'extermination de toutes ces tribus autochtones en Amérique du Nord. C'est des millions et des millions d'individus qui ont massacré. Donc, théorie raciste, il est beaucoup plus urgent pour nous lutter contre eux. Parce que le pensé de nègres, même en France, les Zemmour et j'en passe, qui a essayé de montrer en quelque sorte que la civilisation européenne, non, c'est une civilisation parfaite, c'est une civilisation exemplaire, et que l'autre monde, les Africains notamment, pas apporter rien à l'humanité. Il est intéressant pour que nous-mêmes nous avancions dans nos firmes pour nous montrer, noir sur blanc, que non seulement la hiérarchisation des races, c'est une absurdité, c'est une absurdité au point de vue scientifique. Donc, il y a des données scientifiques dans nous pour nous contrecarrer thèse raciste, mais surtout, de point de vue politique, l'objectif là, c'est montrer nous-mêmes qui d'origine africaine, qu'on ne peut pas faire rien de bon pour toujours dans la dépendance envers nous. Et si on a analysé l'analyse de l'économiste marxiste-américain Emmanuel Wallerstein sur la question du système monde, nous avons une nécessité pour que le néolibéralisme construit dans le monde et que la capitale européenne et américaine, c'est eux qui sentent le système. Nous-mêmes, c'est des périphéries. Il y a une obligation pour que les périphéries toujours être périphéries dans ce système-là. Et ces périphéries qui perdent. Et si toutefois, nous ne pas construire toute montée discours raciste, ça que moi j'ai fait en Europe et en Amérique dans les temps, parce que c'est nous-mêmes qui avons grand perdant. Nous avons légitimé en quelque sorte un système de domination qui existait depuis des siècles contre nous. Donc, c'est en gros, c'est ça que j'ai dévoté pour nous autour de ce grand livre d'Anténophime et de l'égalité des races humaines, anthropologie positive.
Donc, merci pour l'attention. Nous là pour n'importe forme de questions, qui t'a bien, commentaires, etc. Merci. Merci pour bégaler ça. Donc, moi-même, mon gueulet n'est pas capable d'ajouter. Étant donné que nous sommes actuellement dans le temple du livre, quand même, on sujet comme ça, nous ne sommes pas capables de partager des bibliographies qui ont été consultées pour nous élaborer. Et à quoi que moi, ensemble avec Kamal University, nous avons consulté deux principaux livres en théologie. C'est de l'égalité des races humaines, qui chita tout ça même avec les municipales là, et puis M. Roosevelt, président des États-Unis, et Amérique. Parce que pour me rappeler, pour le monde qui est en Ontario, c'est que non seulement Théophile lui-même, il théorise et il va contre-pied les idées racistes de l'époque qui ont des conséquences jusqu'à nos jours, il écrit dans l'autre livre côté que il théorise dans l'autre fois sur qui gens que nous devons chita en coopération internationale avec pays Sahel sur l'autre livre. C'est que non seulement avec de l'illégalité des races humaines, il prend contre des inégalités, ensuite il propose un modèle égalitaire ensemble avec un livre. Monsieur Roosevelt, président des États-Unis d'Amérique, qui est sorti dans les éditions. Dans les éditions, pas vraiment de Fordé, dans les éditions Fordé. Dans les éditions Fordé. Ensuite, nous avons fait conférence, nous allons aller sur deux livres principaux. Nous consulter des autres philosophes qui réfléchissent sur ça. L'impérialisme, d'Anna Arendt, qui sortit dans les éditions Point. Et puis, le féminisme décolonial de François Burgess. Et puis, l'histoire du capitalisme, Henri Gaud, qui sont bons livres. Comment que le capitalisme a été dans 1500 jusqu'à 2010, sont les qui à moins de pas réédité. Et puis, capitalisme et esclavage de Eric Williams, c'est un classique pour comprendre l'espace caribéen, qui est façonné par l'esclavage, le colonialisme, le racisme, etc. Et puis, l'impérialisme, statut suprême du capitalisme, de Lénine. Et puis, enfin, la pensée blanche de Lilian Thuram, qui sont des factuels, qui reprennent tout ça que vous parlez, qui fait référence ensemble avec le Païsal. Oui. On a le livre, c'est qui est très très intéressant pour nous approfondir le sujet un peu plus. Sur le cas que nous avons là dans cette édition. Origine des préjugés raciaux aux Amériques. C'est fondamental pour nous comprendre non seulement l'implémentation système colonial là, en Haïti, mais surtout toute théorie raciste qui est cachée derrière l'implémentation du système colonial là et objectifs économiques et politiques. Merci.